Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Je vous fais enfin une vidéo que je vous promets depuis au moins 6 mois. Je me suis dit que c'était peut-être le bon moment si à Noël vous recevez des jeux de tarot que vous avez du mal à décrypter. Cette vidéo n'est pas une vidéo qui englobera tous les savoirs pour apprendre à décrypter les mineurs du tarot. C'est juste quelques trucs et astuces que je vais vous donner, quelques questions peut-être à vous poser quand vous avez une carte qui sort dans votre tirage. Pourquoi cette vidéo? Parce qu'on trouve beaucoup de choses, beaucoup de littérature, beaucoup de vidéos et tout ça, sur les majeurs bien sûr, sur les figures de cour aussi, mais finalement les mineurs et notamment les mineurs non illustrés entre guillemets, ce qu'on appelle des pipe decks, ce qu'on appelle des Marseilles, mais c'est pas souvent que des Marseilles, comme le tarot maçonnique par exemple, c'en est pas un. On trouve pas grand chose en fait. Donc on va voir pour chaque famille de couleurs des questions à se poser, et puis je me servirai en exemple de ces 4 tarots qui sont très différents mais qui sont non illustrés, et bien évidemment ce que je vous donne comme petite astuce, comme question et tout ça, c'est des choses que vous pouvez appliquer aussi pour des mineurs illustrés. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle les mineurs? Les mineurs, c'est les cartes des 4 suites, donc épée, bâton, coupe et écu, ou pentacle, selon les versions, qui vont de l'as, de l'as, jusqu'au 10. Nous, on va revenir déjà à la base de la base. Comment décrypter ce genre de carte qui en général ne vous dit rien, et comment ne pas tomber non plus dans l'écueil qui est d'apprendre par cœur la signification de chaque carte. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis pas non plus que les gens qui s'en passent c'est forcément une mauvaise chose. Je pense que chacun suivra sa propre évolution avec le tarot, ira là où il veut aller avec, et c'est assez super. Une chose aussi que je voulais préciser, le tarot est un outil complexe, pas compliqué mais complexe, ce qui fait que tout ce que je vais vous dire, vous pouvez aussi à un moment donné tomber sur un cas où ça ne marche pas et où c'est totalement autre chose qu'il va falloir voir dedans. Je suis en train de vous embrouiller, mais ce que j'essaie simplement de vous dire, c'est que le tarot est un outil qui est tellement... c'est quelque chose qui est toujours en mutation, suivant le moment, suivant la personne qui est en train de tirer les cartes ou la personne à qui vous tirez les cartes. Et donc, une recette pour chaque carte ne fonctionnera pas. Si, ça fonctionnera, mais ça ne donnera pas le plein potentiel du tarot. Voilà. Allez, on commence avec les épées. Alors, les épées. Soyez pas effrayés. Je sais, comme ça paraît... un peu cryptique. Voilà, on va le mettre dans le bon sens. Alors, les épées, qu'est-ce que c'est? De base, qu'est-ce que c'est une épée? Une épée, c'est une garde. C'est une arme qui a 2 tranchants. Et ça peut servir autant à faire le bien que le mal, autant à trancher le vrai du faux, autant à se défendre ou à défendre des idéaux, autant ça fait aussi appel à savoir ne pas tirer sa lame pour tout et pour rien, pour partir dans des duels qui seraient pas très utiles ou pas très féconds. Donc en fait, l'épée, elle possède deux tranchants, tout comme la parole, le mental, la vérité, les valeurs morales, les croyances et l'intuition. Pourquoi? Parce que avec la parole, on peut faire du bien, qu'on peut faire du mal. Avec le mental, on peut beaucoup se mentir ou on peut avancer et avoir des très bonnes idées. Avec la vérité, vous savez bien que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. On peut faire beaucoup de mal et on peut aussi libérer des gens. Avec les valeurs morales, les défendre, c'est bien. Suivre une ligne de conduite, c'est bien. Avoir une droiture, justement, et une bonne assise,
c'est bien, mais par contre, ça peut aussi confiner à de l'enfermement sur ses idées et à du rejet des autres, voire même pire. Et puis, les croyances et l'intuition, bah, c'est pareil. Les croyances, ça demande effectivement qu'on ait une certaine... comment dire, qu'on ait non, les croyances et l'intuition, c'est un peu la même chose en fait, l'une et l'autre. C'est-à-dire que ça demande de toujours tirer sa lame à bon escient, mais par contre, ça demande un réaffûtage constant pour être au plus clair, au plus juste, au plus droit, et pas être en train de s'enfermer dans des fausses croyances, dans des illusions qu'on prendrait pour l'intuition. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut se demander quand on tire une carte de l'épée? Par rapport à l'aspect défensif, on peut se dire qu'est-ce qui est menacé? Qu'est-ce qui est menaçant? On peut se demander aussi quelle illusion est à l'œuvre et a besoin d'être tranchée. On peut aussi se demander qu'est-ce qui est en train de s'opposer, de lutter ensemble. Comme par exemple là où ça se croise. Et puis au final, comme je vous l'écris dans le document que je vous partage, dans l'onglet communauté, je vous mettrai la photo, vous pourrez la copier. L'intuition, les idées et le mental demandent une maîtrise proche d'un funambule. L'équilibre est fragile afin de ne pas chuter dans un extrême ou un autre. Donc, quand on dit être sur le fil de l'épée, sur le fil du rasoir, c'est exactement ça. Par rapport à différentes notions que génère notre mental, nos idées, notre parole, nos croyances, notre intuition. Il faut toujours mesurer le juste équilibre et puis aussi voir l'autre côté du tranchant. C'est-à-dire peut-être que je vais apporter cette idée à cette personne et je vais apporter mon argument qui fera autorité. Oui, mais ça sera quoi l'autre tranchant, c'est-à-dire l'autre chose qui va se passer à cause de ce que je veux faire et que je devrais gérer aussi, parce que je peux pas prendre un seul tranchant. Par exemple, cette personne va avoir énormément de peine ou elle va être extrêmement déstabilisée toute la soirée parce que j'ai fait ça devant des gens et qu'elle essaye de briller, d'être acceptée. Je vais devoir aussi porter la charge d'avoir généré ça. Donc, les épées, il y a ça, il y a tout ça. Ensuite, dites-vous que pour chaque situation déjà, une même carte ne vous donnera pas la même impression. Mais en plus, là je vous l'ai préparé. Si je mets 4 d'épée, qu'est-ce que ces 4 d'épée différents vous donnent à chaque fois comme impression par rapport à tout ça? Alors on peut y ajouter des notions un peu de numérologie. Le 4, c'est l'équilibre. L'équilibre et la stabilité. Qu'est-ce que chacune de ces cartes vous dit par rapport à la stabilité mentale, à la stabilité de vos arguments, à la stabilité de vos croyances, à la stabilité de votre intuition? Au fait, peut-être, si on prend le 4 comme les 4 côtés de quelque chose qui est délimité, peut-être à ce qui vous rassure et au cadre finalement aussi limitant. Peut-être qu'il y a des choses qui vous rassurent mentalement et qui vous limitent en même temps avec un 4 d'épée. Peut-être que je suis en train de vous en perdre certains d'entre vous, mais déjà avec ce que je viens de vous dire, prenez 30 secondes pour regarder chaque carte et vous dire, ok, par rapport à ce qu'elle m'a dit à chaque fois, quelle impression ça me donne? Qu'est-ce que ça me fait ressentir par rapport à cette idée? Donc, je résume. Les épées, c'est quelque chose
avec lequel on se défend. C'est quelque chose que seuls les nobles et les gendarmes portaient au Moyen-Âge, parce que ça a été créé au Moyen-Âge, le tarot. Donc, des gens qui ont une autorité. Une autorité pour trancher, pour décider, pour défendre, mais aussi pour faire valoir la parole, les croyances et les valeurs morales de la société en cours et aussi peut-être de son porteur. Donc, épée, double tranchant. Toujours voir les deux facettes de la chose. Les deux la responsabilité inhérente à toute action ou à toute pensée. Si je prends le 10 d'épée là du Claude Burdel, le 10 d'épée, on dit souvent que c'est la fin d'un parcours qui n'est pas forcément facile, mais c'est aussi, si on reprend cette idée du mental, des croyances et tout ça, il y en a peut-être beaucoup trop. Peut-être que ça s'enchevêtre trop. Peut-être que finalement, il y a des choses qui s'opposent et qui sont en train de lutter pour essayer de s'extriquer, de s'extraire pour exister. Donc peut-être qu'il y a un nettoyage à faire au niveau mental. Peut-être aussi que c'est en train de vous dire que le combat est fini parce que vous avez résolu la chose. Vous savez, quand on réfléchit à quelque chose, ça devient tellement complexe et tout qu'à un moment donné, on arrive au bout du raisonnement et on ne peut pas aller dans le plus complexe et tout. On va juste se dire, ok, j'ai fini de réfléchir au problème. Hop, je passe à autre chose. Ça peut être ça aussi. Ensuite, on va parler de l'élément des coupes. Une coupe, qu'est-ce que c'est? C'est un réceptacle pour recevoir un liquide qui a un pied que l'on tient en général en dessous ou par le pied. C'est quelque chose avec lequel on peut aussi trinquer. Une coupe. Réfléchissez aussi à chaque fois à toutes les expressions qui existent dans notre langue. En avoir plein la coupe, en avoir ras la coupe, battre sa coupe. Je ne sais pas si ça provient exactement du même mot. Qu'est-ce que ça représente et ça recouvre en fait les coupes? Les émotions qui nous remplissent ou pas, positives ou pas, comment on remplit celles des autres également? Parce que l'eau c'est l'émotionnel en fait, dans la tradition symbolique. L'eau c'est aussi la vie, c'est aussi ce que l'on va partager pour accueillir l'autre aussi. Donc au final, il y a aussi cette question de comment le monde remplit votre coupe et votre rapport à lui. Comment vous participez de la coupe d'autrui et de la coupe du monde. Donc au final, les questions qu'on peut se poser quand on regarde une coupe, c'est déjà premièrement, comment et avec quoi sont remplies ces coupes? Ou est-ce qu'elles ne sont pas remplies? Est-ce qu'elles sont vides? Est-ce qu'elles sont pleines? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est tourné? Est-ce que c'est écœurant? Ou est-ce que c'est désaltérant? Et au final, il y a aussi cette question des coupes, que nous sommes tous des écosystèmes liés à l'émotionnel et que comme tout cycle de l'eau, c'est fragile et que ça demande un bon système de filtrage de nos émotions et de ce qui vient de l'extérieur et des bonnes sources et affluents pour nous nourrir et aussi une bonne compréhension et une gestion de tout ce cycle afin de ne pas créer de pollution et de stagnation. Donc au final, toutes ces questions de comment sont remplies ces coupes, est-ce qu'il y en a peut-être trop?
Est-ce que ça veut dire qu'il y a un grand banquet? Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes différentes qui vous ont proposé des verres et que vous êtes en train de les collectionner avec ces 10 de coupe? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une grande coupe principale qui remplit toutes les autres petites coupes? Qu'est-ce que ça veut dire d'un rapport avec les autres? Soit d'une question que vous posez sur vous, de votre rapport avec les autres et avec le monde, soit de votre rapport avec votre famille, ou de votre rapport avec le monde. Peut-être que vous avez besoin de vous désaltérer à de multiples coupes différentes pour que la vôtre soit remplie. Mais en tout cas, la chose sur laquelle vous pouvez vous fixer, c'est premièrement l'aspect effectivement de la coupe. Est-ce qu'elle vous fait envie? Est-ce qu'elle vous fait pas envie? Est-ce qu'elle vous parle peut-être un peu d'autre chose? Et puis deuxièmement, qu'est-ce qui se passe entre ces coupes sur cette carte? Est-ce que c'est équilibré ou pas? Si je vous propose ces 4 de coupe et qu'on se pose les questions que je vous ai proposées, de quoi sont remplies ces coupes à chaque fois, pour chaque carte? Est-ce qu'elles sont remplies? Est-ce que c'est un problème qu'elles soient remplies ou pas? Comment ça circule entre ces 4 coupes? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est équilibré? Qu'est-ce que je peux faire de ces 4 coupes aussi à l'intérieur de moi? Est-ce qu'elles sont toutes utiles? Est-ce que j'ai besoin de toutes ces coupes ou pas? J'ai besoin de cet équilibre. Regardez aussi les séparateurs, les ornements qui disent souvent beaucoup plus sur la carte que les éléments en eux-mêmes. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui nourrit? Qu'est-ce qui élève? Voilà. Alors, petit récap. Les coupes, ce sont des choses qu'on remplit, qui sont liées aux émotions, qui sont liées... ça peut être aux rêves aussi. C'est des choses qui parlent de votre rapport avec vos émotions, de votre rapport aux autres émotionnels, de votre sociabilité, de votre spiritualité aussi. Et puis, votre rapport au monde, comment il remplit votre coupe ou ne la remplit pas. Qu'est-ce que vous acceptez et n'acceptez pas dans vos rapports avec les autres pour faire remplir vos coupes? Si par exemple vous tirez un 4 de coupe pour savoir où vous en êtes avec une personne et que vous avez l'impression que ces coupes elles sont pas tout à fait remplies ou qu'il y a un liquide un peu bizarre dedans et tout ça, ben, c'est déjà une information à prendre en compte sur votre fonctionnement avec l'autre, de ce que vous recevez de l'autre peut-être et ce que vous aimeriez recevoir. Donc les coupes, ça nous parle du cycle fragile qui demande un système de filtrage, un système, comment on dit aussi, vous savez, de vidange de vos émotions et aussi de toute la partie spirituelle de votre personne, de votre rapport au monde et tout ça, parce que vous pouvez partir en extase, à être très rempli par la beauté du monde par exemple, mais à un moment donné vous pouvez aussi être complètement perché et décrocher un peu trop de la réalité. Donc c'est quelque chose aussi à tempérer, à ce que la coupe ne déborde pas et qu'elle ne soit jamais vide non plus. Et que ça circule, parce que sinon ça moisit ce qu'il y a dedans. Ensuite, on va passer au denier. Alors, on va passer au denier, aux sous, aux pièces d'or. Alors, qu'est-ce que c'est un denier? Un denier, c'est quelque chose avec lequel on achète ou on paye quelque chose. C'est quelque chose que l'on gagne, que l'on engrange
que l'on thésaurise, que l'on économise. C'est un métal précieux. C'est quelque chose aussi qui peut vouloir dire quelque chose de votre valeur dans la société, si vous y accordez cette importance-là. Dans tous les cas, les deniers et les écus, c'est quelque chose qui relève de ce qui a de la valeur pour vous, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous permet de prendre soin de vous et de ceux qui ont de l'importance pour vous. Donc, qu'est-ce que ça nous dit les deniers? Avec des deniers, on peut acheter quelque chose qui est pas bon pour soi, et puis on peut aussi acheter quelque chose qui est très bon pour soi. On peut faire du bien comme on peut faire du mal. Un denier a toujours deux facettes, c'est-à-dire ce que tu gagnes, tu y perds quelque chose, parce que tu y perds au moins le sou avec lequel tu as payé. Il y a toujours cette question dans le tarot pour à peu près toutes ces suites de va au-delà de l'évidence, regarde l'autre facette de la chose, et encore plus avec les deniers, je trouve. Déjà, la première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que c'est sain pour moi? Ensuite, est-ce que c'est une belle pièce d'or ou est-ce que c'est une pièce en chocolat? Est-ce que c'est de la monnaie d'âne, comme disaient les anciens? C'est-à-dire une plante qu'on appelle aussi la monnaie des papes. Qu'est-ce qui peut être acheté avec cette pièce? Et qu'est-ce qui ne peut pas être acheté par ces pièces? Et qu'est-ce qui demande du temps? Parce que gagner de l'argent, économiser des sous, ça demande du temps. Faire pousser une graine, ça demande du temps. C'est un peu cette logique-là avec l'écu et qui représente l'élément de la terre. C'est le fait que tout ce qui pousse nécessite du temps, des racines, des sources de nutriments et des conditions favorables extérieures. Prends soin de tout ce qui a de la valeur à tes yeux en leur offrant toutes ces conditions. Et ce qui a de la valeur à vos yeux, c'est très important parce que dans l'écu, la suite des écus, il y a aussi cette question de est-ce que ça a vraiment de la valeur pour toi? Ou est-ce que ça n'en a pas? Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que ça t'apporte quelque chose à ton trésor intérieur? Ou est-ce que c'est des paillettes, de la poudre aux yeux? Voire même quelque chose du gâchis, quelque chose dans lequel vous allez mettre votre énergie, vous investir, et puis finalement, pouf, c'était juste pour une mauvaise raison. Au final, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question en regardant ces trois d'écus, de deniers? Déjà leur position. Et puis aussi la manière dont les végétaux se mettent autour. À quoi ça vous fait penser, tout ça? Est-ce que cette troisième pièce, elle apparaît parce qu'on a investi les deux premières, ou est-ce qu'elle est là, de base? Et du coup, c'est le 3 qui va donner quelque chose. Qu'est-ce que vous pourriez faire de ces trois pièces? Comment elles fonctionnent ensemble aussi? Parce que bien sûr, chaque élément des suites du tarot peut représenter à la fois votre intériorité, à la fois une énergie, un fonctionnement, et à la fois aussi différentes personnes. Si je prends ce 3 d'écus, ça peut être 3 personnes, comme sur le Rider-Waite. Ça peut être aussi 3 choses qui ont de la valeur en vous. Donc voilà. Donc les écus, c'est l'élément de la terre. C'est ce qui vous nourrit, ce qui a de la valeur pour vous, ce que vous pouvez échanger, troquer, améliorer, gagner, économiser, ce qui demande du temps,
ce qui demande de l'investissement et ce qui demande à être toujours un peu en mouvement aussi, parce que, en tout cas, la suite des écus nous parle souvent d'être à la bonne vitesse. Ne dépense pas trop vite, mais n'oublie pas de dépenser non plus. N'utilise pas trop vite pour ne pas gâcher, mais n'oublie pas d'utiliser aussi tes ressources internes, tes capacités, tes compétences. Et puis, pense à les nourrir, à faire en sorte que le mouvement continue. Là où les coupes nous demandent: est-ce bon pour moi ce flux émotionnel, d'informations, de discussion, de contact avec les autres? Est-ce que c'est bon pour moi à ce moment-là? Est-ce qu'il faut que j'y mette une limite, un terme ou des conditions? Déjà en connaissant comment je fonctionne à l'intérieur et quel est mon état émotionnel intérieur, les écus, eux, posent la question de comment tu te nourris dans la vie, comment tu fais en sorte de t'apporter des choses pour remplir ton frigo, pour te nourrir intérieurement aussi. Les épées, elles, vous demandent comment tu tranches. Comment tu tranches le vrai du faux, comment tu tranches la parole que tu veux dire et celle que tu ne veux pas dire. Comment tu tranches entre les conséquences de ce qui pourrait être dit, pensé, imaginé et ce que tu veux vivre. Donc l'épée, c'est trancher. La coupe, c'est accepter ou pas de se faire remplir. Les écus, c'est accepter ou pas de dépenser, de gagner, d'investir pour gagner. On va regarder la quatrième suite, qui est celle des bâtons. Et enfin, on a la suite des bâtons. Et je vous ai mis les as de bâtons. Alors, un bâton, c'est quoi? Ça sert à quoi un bâton? Alors, déjà, souvent, sur les cartes médiévales traditionnelles, c'est des gourdins. Donc, c'est un peu pour taper sur les autres, possiblement. Mais un bâton, on peut aussi s'en servir comme tisonnier ou comme bûche pour brûler. On peut s'en servir aussi, effectivement, en défensif et tout ça. Ça peut être aussi des bâtons qui sont là pour faire des boutures et reprendre racine, des sions, des greffons. Et donc, la question est de savoir si ça prendra racine ou pas, ou la greffe prendra ou pas. Et puis, enfin, le dernier sens que j'aime beaucoup aussi du bâton, c'est aussi le bâton de pèlerin. Que vous retrouvez sur pas mal d'arcanes d'ailleurs. Vous retrouvez sur l'ermite, vous le retrouvez en porte-baluchon sur le fou. Donc voilà. Donc en fait, au final, vu que c'est une chose qui peut nous aider à marcher, à avancer, notamment sur, je sais pas, à l'époque médiévale, le chemin de Compostelle, le fait d'aller peut-être à Jérusalem. Il y a le bâton de berger aussi, hein, qui regroupe ses moutons. Donc, le bâton, vu que c'est quelque chose qui peut planter, reprendre vie, ça peut être le bâton de mai aussi, hein, le mât de mai, les mâts de cocagne, sont des choses qui nous parlent de créativité, d'idées, de force vitale et de sexualité. Donc au final, les questions que vous pouvez vous poser déjà premièrement, c'est ce bâton, il est vert ou il est desséché? Si c'est pour le brûler, c'est bien qu'il soit un peu sec, qu'il ait été stocké et qu'on ait pris le temps de le faire sécher, le faire maturer. Peut-être si c'est quelque chose que l'on veut faire prendre, greffer comme un projet,
une créativité, ou si c'est son propre corps, sa propre énergie vitale et tout, bah c'est bien que ça soit vert, par contre. On peut aussi se demander, est-ce que c'est la bonne façon de s'en servir sur la carte? Est-ce que ça répond à ce que vous feriez avec? Est-ce que c'est le bon moment aussi pour l'utiliser, ce bâton? Regardez, là, on a un 4 de bâton. Qu'est-ce que ça vous dit? Des différentes idées, des différentes possibilités, des différentes énergies qui sont à l'œuvre. Le nœud, l'endroit où ça se croise. Qu'est-ce que ça vous dit aussi de cette énergie? Et puis la façon dont ça se propage autour. Donc, comment circule l'énergie? Est-ce que ça vous génère plus un sentiment de fatigue ou de grande créativité? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que vous avez l'impression que ça se nourrit et qu'il y a une sorte d'émulation? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a peut-être un élément qui va pas dans le tas, qui correspond pas? Au final, on associe la passion et le feu intérieur bien trop souvent à un feu de paille dangereux et stérile. Mais la passion, c'est un autre nom de la foi. Et le feu, c'est ce qui anime toute chose vivante. C'est l'étincelle de vie. Mais un feu, il reste vivant et agréable quand il est contenu à sa bonne place et qu'il est nourri avec constance et sans excès. De même, si vous plantez une bouture, par exemple, vous prenez du saule, le saule, vous le coupez, vous le replantez dans le sol, ça repartira. Mais ça repartira à condition que vous le fassiez au bon moment, c'est-à-dire pas en plein été, avec une chaleur caniculaire, et puis aussi au bon endroit, parce qu'il lui faut beaucoup d'eau, par exemple, au saule. Donc il y a aussi cette question de... si tu veux faire prendre quelque chose, donne-lui les bonnes conditions. Selon sa nature interne, c'est pas selon la nature extérieure des autres, machin et tout, selon leur façon de voir les choses, c'est selon sa propre nature. Donc vous-même, par exemple, si vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose, est-ce que les bonnes conditions pour que je puisse m'épanouir sont réunies? Est-ce que j'ai foi dans mon projet? Est-ce que j'ai assez d'énergie et tout ce qu'il me faut pour aller au bout de ce cheminement que je vais faire avec ce bâton de pèlerin, avec cette idée, avec cette conviction, avec mon corps? Est-ce que mon corps est en bonne santé et me permet d'aller au bout de ce chemin que j'aimerais me lancer comme défi? Est-ce que c'est la bonne idée à attraper là, dans le tas, ou est-ce que c'est un serpent, ou est-ce que c'est un pauvre bois un peu moussu, un peu plein d'eau qui brûlera pas, ou quand je vais à peine taper par terre, il va exploser en petits morceaux? De quoi j'ai besoin exactement comme morceau de bois à ce moment-là, pour construire ma cabane, pour m'appuyer dessus pour marcher? Donc voilà, ce sont des questions que vous pouvez vous poser quand vous vous faites un tirage. Je vais vous faire un exemple maintenant avec lequel j'ai envie. Avec celui-ci, tiens. On va se faire un tirage, comme ça, vite fait. Et alors, bien sûr, vous pouvez vous entraîner avec toutes les questions que je vous ai posées et tout ça. Chez vous, avec vos jeux, que ce soit des riders ou des pipe deck, comme ils disent, du type Marseille. Et puis je vais pas vous donner les réponses là pour le tirage qu'on va faire. Je vais vous donner les questions qui vont me venir. On va faire un tirage en 3, c'est quand même la base, le plus facile. Alors, on a l'étoile.
On a un valet de denier. Et on a l'as de coupe. Je vais remplacer l'étoile par l'as d'épée. Comme ça vous entraîne un peu plus. Donc, as d'épée, valet de denier, as de coupe. Donc, quelle idée, quelle conviction, quelle vérité pourrait être un commencement, un apprentissage, quelque chose à aller apprendre, quelque chose à investir, quelque chose à découvrir comme ressource en soi, parce que le valet de denier, c'est les débuts. C'est un apprenti pour découvrir peut-être une nouvelle source pour te remplir intérieurement, une nouvelle voie spirituelle, quelque chose qui te fait passer, en tout cas, soit dans du neuf, soit dans une nouvelle dimension, une nouvelle étape de ta vie intérieure. Voilà, proposez-moi vos façons de poser la question, de poser l'intitulé de ce tirage. Et puis, je vais en faire un deuxième, où là, je vous donne pas ma version, et vous me donnez la vôtre si ça vous botte. Donc, on a un 2 deniers. On a... Allez, donnez-moi une carte, donnez-moi une carte. Ah ben voilà, on a un valet d'épée et un 4 de coupe. Ah. Et puis comme ça en plus, si vous êtes plusieurs à participer, ça vous permettra peut-être de discuter entre vous de vos différentes versions, de vos différentes visions de cette question que nous pose le tarot aujourd'hui. Voilà les amis, désolée d'avoir mis 8 mois à vous faire cette vidéo. J'ai bien conscience que ce que je vous propose là, c'est limité à mon savoir actuel, à ma façon de faire actuelle, et que ça se trouve dans 3 mois, bah, ça sera déjà un peu moins d'actualité et qu'il y aura d'autres choses, mais à un moment donné, faut bien arrêter un moment pour vous faire une vidéo et vous en parler, vu que je vous l'avais promis. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao!